Salut tout le monde, bienvenue à la table du hockey. Petit problème technique, on n'a pas l'introduction habituelle, mais au montage, on va vous rajouter ça par la suite. Aujourd'hui, on a un invité de marque, un invité qui me tient à cœur. En arrière, j'ai son chandail lorsqu'il a fait le cadre du Rocket de Laval. Kevin Dufault. Kevin, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Kevin, joueur des Wheeling, des Nailers de Wheeling, présentement à la East Coast, première ligue en Amérique du Nord, de retour sur la glace. Qu'est-ce que ça te fait de recommencer à jouer enfin après 8 mois d'inactivité? En fait, pour moi, personnellement, c'est 9 ou 10 mois. On avait calculé avec les gars à cause de l'Europe. J'ai fini début mars. C'est sûr qu'on est très content de jouer. On est privilégié de jouer, être capable de jouer présentement. Dur quand même de retrouver la game shape. On a eu notre première partie la semaine passée. C'est spécial, là, surtout revenir de la grosse glace en Europe à la petite glace ici. Mais vraiment privilégié, on est content de jouer. Les gars dans la chambre, c'est le fun d'être comme de retour avec la camaraderie, puis tout le monde comme de retour au vrai travail. Là. Tu parles de la grandeur des glaces. As-tu vraiment, l'an passé, avec ton coup de patin, tu as un excellent coup de patin, la vitesse t'a aidé. Est-ce que c'est quelque chose qui te restreint un peu en revenant vers une petite patinoire? Honnêtement, quand même, je pense que ça peut m'aider quand même sur une petite glace parce que si je me démarque, je suis comme parti plus vite. Il y a moins de temps pour le défenseur de recouvrir, sauf que les décisions doivent être plus rapides. Je ne sais pas exactement c'est combien de pieds de chaque côté de la patinoire qu'il y a d'extra, mais c'est une énorme différence. Là. Pour revenir oui. Vas-y, tu peux finir ce que tu disais. C'est juste pour dire, dans le fond, que ça prend une petite couple de semaines d'adaptation, c'est sûr. Ouais. Pour revenir en arrière un peu, j'aimerais ça que tu nous parles de tout ce que vous avez à faire en protocole avec la East Coast depuis le début de votre camp d'entraînement. Est-ce qu'il y a des protocoles spéciaux un peu depuis le début? Oui, vraiment. Il a fallu qu'on se mette en quarantaine avant. J'ai signé à Wheeling. Puis par la suite, il a envoyé le protocole un peu qui. Dans le fond, comme on débute avec une quarantaine moi, j'étais à Québec. Ensuite, il a fallu quand on a voyagé ici, c'est sûr qu'on limite les endroits qu'on arrête en passant. Masque en tout temps. Puis par la suite, on est arrivé ici. Puis 3 jours de quarantaine de plus. Puis tout de suite, après ça, on s'est fait tester pour le COVID. Il a fallu que je me fasse tester au Québec avant de partir. Si j'avais eu un test négatif, j'aurais pas pu partir. Positif, excuse. Puis même affaire, je suis revenu ici, il a fallu que je teste. Là, j'ai été négatif 2 fois. Donc après ça, on a pu commencer le camp d'entraînement là, avec l'équipe, les tests physiques, les pratiques. Puis comme là, présentement, c'est sûr qu'à l'aréna, il y a un masque en tout temps. Il y a juste dans le gym puis sur la glace qu'on peut enlever notre masque. Puis aussi, donc, là, on a commencé cette semaine. On va tester 2 fois par semaine les tests rapides de la COVID. Fait que dans le fond, là, 2 fois par semaine. Ce matin, c'était le premier de la routine. On s'est fait tester un matin, la petite chose d'amener. Puis avant de rentrer dans l'aréna, il faut être négatif. Là. Je voulais savoir, moi, je vais revenir sur ton passage en Europe. Parce que tu n'as pas joué à une place qu'on est habitué d'entendre. Tu as joué en Écosse pour jouer au hockey. Ça doit être quelque chose d'assez fascinant. Puis j'aimerais ça savoir, c'est quoi l'expérience qu'ils ont dans les gradins? Parce qu'on sait que les Européens ont l'espèce de... Ils sont capables de mettre une bonne atmosphère, que ce soit au soccer ou peu importe. Fait que ça ressemblait-tu un peu à ce qu'on voyait au soccer? Honnêtement, c'était vraiment comme un choc culturel un peu pour moi. Je ne m'attendais pas vraiment à tout un changement comme ça. Les partisans sont très près des fans. Après les games, ils t'attendent, ils te donnent des chocolats. Ouais. Même des fois, on parlait des bouteilles de vin. C'est spécial. Là. C'est vraiment un peuple chaleureux puis un peuple qui sont vraiment dans le sport. Puis même dans les estrades, là, c'est tellement des... En tout cas, nous, à Dundee, c'était tellement une petite arena que tu entendais même les fans, qu'est-ce qu'ils disaient sur la glace. Puis, Okay. il y avait même des commentaires des fois déplacés entre fans. J'ai déjà vu des bagarres dans les estrades. Ils sont vraiment, vraiment dans le sport. Là. Fait que c'est comme un match dans la Ligue nord-américaine un peu, là. Ouais, un peu. Pas vraiment de filtre dans les paroles. Dans le fond, tu étais un peu comme, je peux prendre comme exemple, Jonathan Drouin, un gars c'est l'idole de tous les jeunes dans le coin.
Oui, exact. Puis, tu sais, mettons, pour chaque joueur, je me souviens à Dundee, il y avait des chants. Mettons, Oui. une chanson spéciale pour chaque joueur de notre équipe. Fait que, mettons, t'embarquais sur la glace, tu scorais, les fans, ils chantaient ta chanson avec ton nom dedans. Tu sais, mettons, c'est une petite chanson qui sort du stéréo qui dit Let's go Nailers. Tu sais. C'est vraiment un autre monde. Là. Donc, c'est vraiment, ça a changé complètement ta culture. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un avantage au hockey nord-américain d'avoir ce genre d'ambiance-là dans les estrades? Je ne sais pas si c'est un avantage, mais c'est sûr une expérience. Tu apprends à jouer avec du bruit dérangeant. Mettons du bruit des faits qui sont un peu dérangeants. J'ai déjà vu des enfants lancer sur la glace. Professionnel dans l'East Coast, tu ne vois pas vraiment ça. Là. Okay. Simon, tu avais une question qui t'est venue en tête, vas-y. Ouais, ben, tu sais, on le sait qu'il y a un club à Trois-Rivières dans les Seychelles qui s'en vient en 2021. Ça serait-tu intéressant pour un gars comme toi d'aller jouer là? Tu sais, tu es un Québécois, tu pourrais jouer peut-être. Je sais que tu viens de Québec, fait que c'est pas loin de Québec. Ah, ben, c'est sûr que personnellement, j'aimerais. Mes buts personnels seraient de monter dans la Ligue américaine ou monter dans une plus grosse ligue en Europe. Mais si je viendrais à rejouer dans la East Coast, c'est sûr que je ne dirais pas non à Trois-Rivières. Je serais près de chez nous, près de ma famille, en français. Puis je sais que c'est un peu con, mais les dirigeants, c'est en français. Les Québécois seraient un petit peu plus probablement valorisés. Donc, c'est sûr que ça m'intéresserait. Là. OK. La semaine dernière, on a eu un invité, Yannick Tiffu, qui nous a parlé un peu des contrats, comment ça fonctionnait dans la East Coast League. Puis lui, il nous expliquait que quand, mettons, tu es dans la East Coast League puis tu joues au Canada, ils ne peuvent pas te renvoyer aux États-Unis parce que tu n'as pas la carte verte qu'ils appellent. Là. Est-ce que tu as déjà entendu ça, toi? Non. OK. Tu veux dire, mettons, ben moi, ça m'est arrivé, j'ai joué à Brampton, dans East OK. Coast, au Canada. Puis tu veux dire, tu ne peux pas t'envoyer aux États-Unis? Ben, dans le fond, c'est ça, ils ne pouvaient pas te monter parce que tu n'avais pas nécessairement la carte de travail pour travailler aux États-Unis puis qu'il n'y avait pas une entente dans le contrat. Non, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je connais des gars qui ont à Brampton, ils ont été, comment je dirais ça en français, mais excuse-moi le terme, mais callés up, là, ils ont été montés dans les américaines, des équipes américaines. Là. Donc, je pense que c'est. Je me souviens, moi, quand je me suis fait échanger à partir de Brampton à Wichita, il a fallu que je passe par les douanes. Ils appellent ça Tag the Border. Mais l'équipe t'envoie un papier, dans le fond, qui dit que, dans le fond, ils ont besoin de toi pour travailler. OK. Puis ça se fait vraiment vite et facilement quand même. Donc, j'imagine s'il y a un call-up qui doit se faire, c'est le même processus. Là. On parle de la Ligue américaine vite fait. Moi, j'aimerais ça revenir dans, tu sais, on appelle ça le show. Quand tu as une expérience d'aller faire un camp du Canadien de Montréal, tu as eu la chance de le faire. Ton équipe d'enfance du Canadien de Montréal qui t'invite, comment tu as ressenti ça? Tu sais, te faire inviter par le Canadien, ça doit être spécial. Oui, quand même, parce que surtout la manière que c'est comme arrivé pour moi personnellement, je sortais justement de l'université. J'ai été jouer dans l'East Coast. Je pense que j'avais joué 9 ou 10 parties avec en Caroline du Sud avec les Stingrays. Ça avait très bien été. Puis moi, personnellement, j'aurais probablement re-signé là-bas. Okay. Mais là, pendant l'été, mon agent du temps, dans le fond, m'a dit on est capable d'avoir un camp avec le Canadien. Sauf probablement que tu te ramasserais, mettons, si tu te ramasses dans l'East Coast, ben, tu vas être avec Brampton. Mais tu sais, moi, je suis OK. Moi, je m'en fous. Là, moi, dans ma tête, c'est juste je vais aller au camp du Canadien de Montréal. Fait que dans le fond, c'est sûr que j'ai accepté. J'ai dit oui, j'y vais. Puis ça a été une expérience incroyable. Là, je me souviens, j'ai dîné entre Shea Weber et Carey Price. Wow. Je me souviens, c'était comme une dinde qui tournait genre, après la pratique. Moi, je suis habitué de manger. On arrête, ils nous donnent des plats, mettons, déjà préparés, mais là, après la pratique, on mangeait ça arrivait, puis il y avait un gars qui te servait ta dinde. Ben, je me souviens plus si c'était vraiment une dinde, là, mais c'était de la viande là, de frais faite devant toi. On est ailleurs, là, c'est vraiment. Comme un méchoui. Oui, exact, méchoui. Là, je te chante, là, c'est pas pareil. Là.
J'aimerais ça savoir parce que tu as passé dans la NCA, qui n'est pas tous les Québécois qui ont passé par là. Puis, admettons, pour un jeune qui hésite présentement entre la LGMQ et la NCA, toi, ton expérience a été comment là-bas? Moi, j'ai adoré NCA. Ça a été les 4 plus belles années de ma vie, OK. incluant professionnel, même les incluant avec ma jeunesse, là, quand j'ai joué jeune au hockey. C'est sûr et certain pour moi que les 4 années à l'université, ça a été les plus belles années. Tu te rends compte du monde là, que c'est tes amis pour toujours. Là. Dans le fond, j'étais là 4 ans, puis les 4 personnes, on était 5 dans ma classe, puis les 4 autres chums de ma classe qu'on a fait les 4 ans ensemble, ils vont tous être à mon mariage, à la célébration de mon mariage. Tu bâtis des relations qui vont durer probablement toute ta vie, même que c'est ça que je trouve spécial. Il y a collège comparé à junior, il y a des échanges. L'école est un petit peu plus dévalorisée, en tout cas dans mon temps, comparé à nous, tu sais, si tu ne passes pas tes classes, tu ne peux pas jouer. Ouais. Fait que nous, il n'y a pas de mouvement vraiment. Là. C'est très, très rare qu'il y ait du mouvement dans l'NCA. Tu vas en avoir un de temps en temps. Fait que ça, c'est un gros avantage. Puis pour le choix d'un jeune, mettons un jeune, moi je dirais si le jeune est développé tôt, il pense vraiment passer de l'ingénieur majeur, mettons, il commence à 16-17 ans, puis par la suite, rendu à 19 ans, même 20 ans, il pense être dans le national. OK, je pense que c'est un bon chemin. Mais si tu peux valoriser ton développement, je pense que la voie universitaire, surtout avec l'école, tu as comme un plan B par la suite. Je pense que c'est l'option. Donc, tout dépendant du développement du jeune, je dirais. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'option. J'ai été coupé à Victoriaville, donc après ça, par la suite, j'ai visé NCA. J'avais pas d'autre option. OK. Mais là, souvent, quand on parle d'NCA, les collèges américains servent sûrement avec des anecdotes qui peuvent te venir en tête un peu partout. As-tu une anecdote qui est comptable au public que tu aimerais nous raconter aujourd'hui? Comptable. Racontable. Je vais y revenir. Laisse-moi y penser, je vais y revenir. J'en ai beaucoup d'anecdotes, mais des comptables. C'est sûr que c'est toujours des beaux moments sûrement de la jeunesse. Mais avant l'NCA, tu as toujours été dans un parcours scolaire. Tu as joué avec la RSEQ, avec St. Lawrence. Peux-tu me parler un peu de ton passage à St. Lawrence? Tu as quand même marqué l'histoire. Tu as le titre de pratiquement toutes les catégories offensives à St. Lawrence. C'est toi qui les détiens. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, ben moi, avant d'aller jouer à St. Lawrence, j'avais été coupé midget espoir. Après ça, j'ai été joué à midget 2C. J'ai joué midget 2A 2 ans. Après ça, j'ai pas fait midget 3A. Fait que je pensais quasiment arrêter de jouer. Okay. Puis Mike Labadie, dans le fond, c'était le coach de St. Lawrence dans le temps, m'a contacté, m'a dit, tu sais, tu peux pouvoir te servir de ça, faire ton école. Fait que j'ai dit, ben, tant qu'à aller à l'école, j'ai arrêté au cégep du Nord, même si j'arrêtais le hockey. Fait que je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Tu sais, dans le pire des cas, je suis allé à l'école si j'aime pas ça. Finalement, j'ai adoré ça. Mike Labadie était un très bon coach pour moi. Là, avec Henri Isard, c'était l'assistant coach dans le temps. St. Lawrence, c'est un très bon programme. Puis avec les études aussi, dans le temps, on avait on avait Luke Radu qui s'occupait de l'école. C'est vraiment très bien encadré à l'école. Moi, mon anglais, j'ai été à la concentration anglaise à l'école, mais tu sais, à l'école, tu es dans tes chums, tu ne parles pas vraiment anglais. Là. Tu parles en français. Je n'ai pas vraiment appris, mais quand je suis arrivé à St. Lawrence, avec l'encadrement des entraîneurs de Luke, mon anglais a vraiment, vraiment take off. J'ai vraiment. C'est ce qui m'a permis, en fait, de. Ben là, en fait, là, à ce temps, je suis marié avec une Américaine. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Vas-y, Joe. Est-ce qu'à ton époque, juste une petite question de ça de même, mais est-ce que vous pratiquiez encore à la meilleure arena, l'arena Joey Juno? Non. Non? Moi, non. J'étais à Nouvelle Arena, moi. À Saint-Augustin? Ouais, OK. non, pas à Saint-Augustin, on était à l'ancienne Lorette. Ouais, Seine-Lorette, ouais, ils l'ont fait assez récemment. Tu jouais pour qui en plus jeune, juste de même, parce que moi, je suis un gars de Québec, fait que... Tu parles, j'ai joué Seigneur de Beaubourg plus jeune. OK. Après ça, j'ai joué Midget 2C, c'était quoi notre nom? Norrois? Non, je pense qu'on était les Aigles de CBIO. Ah, oui, c'était ça J'ai joué avant. plusieurs
ça fait longtemps de ça, là. Mais j'ai jamais passé par le chemin qu'il fallait passer, dans le fond. Tu sais, je me souviens une année, dans le fond, moi, une petite anecdote comme ça, là, il y a une année, j'ai joué, tout allait bien. J'ai joué Bantam. Tu sais, ça a commencé, j'ai joué PW2A. J'ai joué Novissa, c'était le meilleur dans le temps. Après ça, PW2A. Après ça, Bantam 2A. Puis tout allait bien. Puis Bantam 2A, il y a une année, là, j'étais misérable. Là. Je revenais de l'aréna, je pleurais. En tout cas, faire une histoire courte. Quand tu es jeune, tu veux juste jouer. Puis quand tu joues pas, tu n'as pas de temps de glace ou tu te fais chialer. Puis tu sais, tu es jeune. Là. Je pense qu'il y a une manière de passer le message à un jeune. Puis moi, j'avais comme un problème. Puis mes parents sont pas. Ils n'ont jamais été riches. Fait que mon père faisait beaucoup d'heures d'extra pour payer mes patins, mes bâtons, peu importe. Puis moi, je travaillais 70 heures l'été par semaine en plus de mes entraînements pour aider à payer mes affaires de hockey. Puis, dans le fond, je revenais chez nous puis je pleurais. Là, mon père, à un moment donné, il a dit non, c'est terminé. Il a dit je ne paye plus, c'est terminé ton année. Là. On a pris la décision ensemble. Moi, je n'aimais plus ça. Fait que j'avais quitté, dans le fond, Bantam 2A. Ça, dans le fond, j'étais avec les Seigneurs de Beaubeau. Puis, par la suite, c'est pour ça, dans le fond, j'ai été invité au camp Jet Espoir. J'ai été dernier coupé. Ils m'ont dit dans le meeting, on te veut vraiment. Tu sais, tu as un très, très bon camp. Puis, ils m'ont dit, mais on a peur que tu quittes pendant la saison. Moi, je les ai dit, j'ai dit, ben, si vous ne me faites pas confiance en partant, j'ai dit, je vais prendre la décision pour vous. Je m'en vais. Fait que j'ai pas fait de Jet Espoir. J'étais allé dire, mais là, Jet Espoir, après Jet Espoir, mon Jet 2 était déjà fermé. Je suis tellement resté longtemps. Fait que là, j'ai été jouer Jet 2B. Puis, tu sais, Jet 2B, j'arrivais dans la chambre. Les gars, ça arrive 5 minutes avant la game. Moi, j'arrive 1 heure à l'avance. Je fais mon workout, pas mon workout, mais mon stretch avant. Je vois les gars arriver à moitié. Là, ils arrivaient à moitié gelés à travers, tu sais, la pratique. C'était un autre monde. Ah ouais. Après ça, en tout cas, c'était un peu fou, là. Mais pour ma jeunesse, c'est à peu près ça, là. J'ai joué une Jet 2C, une Jet 2A, une Jet 2A. Camp de Victoriaville, j'ai passé même pas 2 jours. OK. J'ai été remplir un gilet, puis ils m'ont renvoyé après. Là. Mais c'est quand même le fun. Ça donne le moral à quelqu'un qui passe en dessous du radar, de pouvoir se rendre professionnel comme toi, tu le fais. Vraiment, d'être midget 2C, qui se rendre professionnel, faire le camp du Canadien en plus. Dire que tout le monde a une chance, quelque part, de se rendre à son rêve. Là. Je veux pas. Ouais, ben c'est sûr, personnellement, je crois qu'il faut vraiment que tu crois en toi puis que tu persévères. Si tu arrêtes, il n'y a pas personne qui va t'aider. C'est sûr. C'est très, très rare que tu reçois des coups de main dans le hockey. Là. Fait que c'est sûr que c'est la persévérance, le travail puis l'amour du jeu. Tant que tu aimes ça, ben, les jeunes. Si j'ai un message à passer aux jeunes qu'ils ne passent pas à travers, tu sais, je sais que mon plus jeune cousin il a été coupé récemment d'une équipe qui aurait aimé ça faire, mais j'ai envoyé un message, j'ai dit hey, tu es encore jeune, tu es encore un bon joueur, faites-en pas avec ça. Fait que tous les chemins mènent à Rome, ils disent. Fait que... En parlant justement de quelqu'un qui n'a pas passé par toutes les bonnes étapes, en guillemets, là, je vais dire ça comme ça, mais entre ton passage à Saint Lawrence puis ton passage dans la NCAA, tu as joué avec les Canadiens de Carleton, qui est l'équipe qui, tout dernièrement, que le Montréalais Devon Levi fait partie, lui qui a été sélectionné au camp de championnat junior comme... On ne sait pas encore quel rôle qu'il va avoir, mais est-ce que toi, ça t'étonne justement qu'un joueur de même puisse, qui fasse la Central Canada Hockey League, a été sélectionné par Team Canada? Ben, c'est sûr que c'est rare. Je veux dire, mais je ne suis pas surpris parce que j'ai regardé ses statistiques puis la manière que le jeune a fait, je veux dire, il l'a mérité. Mais c'est un très bon calibre, la Ligue junior en Ontario, honnêtement. Là. Okay. Moi, j'ai joué là à mon année de 19 ans. Ouais, 19 ans, parce que j'étais légal en Ontario, je me souviens. Mais dans le fond, c'est un très bon calibre. Très bon pour développer les jeunes. Ça se rapproche quand même bien de professionnels. Il y a du voyagement. C'est une très bonne ligue. Là. Fait que non, je ne suis pas surpris. OK. Mais là, tu as parcouru plusieurs arénas, plusieurs places. Même que si tu as un enfant, à un moment donné, tu vas pouvoir dire hey, papa est allé à telle place dans le monde. Tu as visité plusieurs places. C'est quel endroit que tu l'as marqué plus vraiment en visitant? Pas sur la glace, mais en voyant tout le décor. Quel endroit t'a impressionné plus? Positif ou négatif? Positivement, puis après ça, on ira vers le négatif.
Positivement, là, je te dirais que l'aréna à Sheffield, en Angleterre, je l'ai trouvé incroyable. Pour vrai, là. OK. Moi, j'ai toujours en Angleterre, je m'attendais à. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à des petites arénas, mais c'est vraiment incroyable l'aréna. Je dirais comme la Ligue nationale. Là. L'ambiance là-bas, les fans là-bas, c'est. Je me souviens pas comment il y avait de fans, mais l'aréna était tout le temps plein. C'était vraiment une belle atmosphère. C'était dur de jouer là-bas, mais c'était tout le temps le fun. Négativement, ben, mettons, plus récemment, j'ai joué, comme l'an passé, j'ai joué en Angleterre. Je te dirais Manchester, l'aréna là-bas, c'est vraiment, vraiment une petite place. Puis il fait froid, là. Oh, hey, tu te changes, là. Avant la game, là, c'est incroyable. Tu sais, puis je viens de Québec, on a des arénas froides. Mais c'était incroyable. Le plancher mouillé. On aurait dit qu'ils font exprès pour que l'équipe adverse soit pas confortable. C'est une technique pour faire peur à l'autre équipe. Vous allez geler ça de glace, on va vous battre après ça. Ça a marché, on n'a pas gagné une fois là-bas. Prenez note, tout le monde, qu'il y a une aréna, qu'il y a des propriétaires d'aréna. Il y a un commentaire dans la section des commentaires de Yannick Tiffu, notre invité la semaine dernière, qui dit « Je viens d'entendre ce qu'il a dit par rapport au call-up. Dans mon temps, quand je jouais à Victoria dans la ICHL, je ne pouvais pas être appelé dans la AHL à cause de mon visa, mais j'ai été échangé à Elmira dans l'année et j'ai dû attendre 2 semaines pour mon visa avant de jouer. Okay. » Peut-être que ça a changé durant les années. C'est sûr que lui, il est un petit peu plus vieux que toi, là. Oui, c'est sûr, ils se sont peut-être ajustés, à améliorer avec le temps. Là. J'imagine que sinon, c'était injuste pour un gars comme lui. S'il faisait bien, il ne peut pas se faire caller up. Je veux dire, ça limite vraiment tes options. S'il faut que tu sois callé up juste par une équipe canadienne, il n'y a pas de temps non plus dans la Ligue américaine. Il y en a 4, je pense. Je veux dire, si tu fais bien, même si comme quand moi j'étais dans l'East Coast, j'étais à Wichita, on est dans l'Ouest, il n'y a pas d'équipe proche. Il faut qu'ils payent un billet d'avion quasiment pour aller te chercher. Tandis que, mettons ici, mettons à Wheeling, on est proche de 5 équipes de la Ligue américaine à 2-3 heures de char. C'est sûr qu'une personne comme lui, si elle faisait bien, là, il y avait 3 équipes pour aller le chercher. Si les 3 équipes, il n'y avait pas besoin de gars, il était full un peu. Là, lui, il était comme pogné là, je veux dire. Puis qu'il attende, à ce temps, c'est plus comme ça, les échanges. Là. Moi, j'ai été changé 2 fois. Les échanges, il faut que tu t'en reviennes de bord vite. Moi, quand je me suis fait échanger, pas l'année passée, l'autre année d'avant, il fallait que je quitte l'appartement. Dans le fond, il fallait que moi, le lendemain matin, je volais. Je me suis fait apprendre à 8h30 le soir. Puis il fallait que le lendemain matin, à 7h, je sois dans l'avion parce qu'on jouait le lendemain soir à Manchester. Puis là, mon appartement est encore plein. J'ai passé 4 mois là. Puis ma femme est avec moi. Fait que là, il a fallu que ma femme, on pack tout l'appartement ensemble, on mette ça dans le char la veille, puis qu'elle retourne chez eux avec le char, puis toutes nos affaires. Moi, je vole là-bas avec un petit carry-on pour la fin de semaine. Puis après ça, ma femme doit conduire l'auto, je pense que c'était 14 heures ou 12 heures de chez eux à Manchester. À ce temps, c'est vraiment rapidement. Là, OK. Simon, tu avais une question? Oui, c'est ça qui ne doit pas être évident. Quand tu es jeune, tu te disais que j'aimerais ça faire ça plus tard, m'installer à une place. Mais là, tu ne peux pas t'établir vraiment à quelque part. Là, c'est pas facile. Ça ne doit pas être facile, ça, de changer de place tout le temps. Puis de... Non. Je suis content que tu en parles parce que mettons que dans la nationale, tu fais des millions. Là. Ou bien même comme de 100 000, je veux dire, c'est plus un motivateur. Puis, mais quand tu es jeune, tu es 21, 22, 23, tu commences tes années pro parce qu'après junior, le monde commence à 21, 22. Mais NCA 24, 25, mettons. Tu es encore jeune, tu n'as pas de femme. Il y en a dans ma ligue qui ont des enfants. Ils voyagent avec les enfants. C'est pas facile quand tu te fais changer ou même release. Ou bien, là, à ce temps, moi, quand je m'en vais, il faut que ma femme me suive. Si ça se trouve un emploi ici, il faut qu'elle quitte son emploi. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Le monde ne voit pas ça. Les gens, c'est le fun, ils jouent au hockey pour sa vie, mais il y a beaucoup d'affaires alentour que faut que tu sois prêt à faire. Puis tu n'as pas le salaire de la Ligue nationale non plus. Tu ne peux pas te dire je vais avoir une maison en Floride puis une maison, tu sais. Non, exact. Il manque une couple de zéro à mon salaire.
Pour s'établir, là, moi et ma femme, présentement, BD, on en regarde là, tranquillement pour s'installer. Mais comme tu dis, c'est pas une décision facile. Tu sais, t'achètes-tu, comme nous, on achète aux États-Unis, on achète au Canada, on ne sait pas. Là. C'est un gros step à prendre, savoir, OK, on s'installe maintenant à partir d'aujourd'hui, ça va être là qu'on va vivre le reste de notre vie. Ouais. Tu sais, cette année, c'est fou. Là. Il y a tellement de joueurs de libre sur le marché, puis il n'y a tellement pas d'équipes qui jouent présentement. C'est sûr que la Ligue nationale, la Ligue américaine recommence, là, ça va vraiment laisser aller l'entonnoir un petit peu, mais présentement, là, il y a beaucoup de transactions. Là. Je vois des très bons joueurs, ils se font couper. Les gars, ils pognent des réductions de salaire juste pour jouer. C'est fou. Là. Puis moi, c'est bizarre parce que justement, cette année, j'ai eu la conversation avec mon agent. J'ai eu une très bonne saison l'année passée. Je pensais vraiment avoir une belle opportunité cette année. Puis une pandémie arrive. Fait que c'est fou le monde cette année, là. Surtout avec le COVID. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pris chez eux à rien faire, le travail. Mon père, il a perdu son emploi pendant un bout de temps. 2020, c'est très dur pour beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Ben, même tu mentionnais, même si la Ligue américaine puis la Ligue nationale rembarquent, mais tu as quand même la moitié de la Ligue dans la East Coast League qui ne joue pas. Donc, c'est des joueurs qui sont encore sur le marché, comme tu le mentionnes. Mais j'aimerais revenir un peu sur ton passage encore en Écosse parce que ça me fascine. Moi, du hockey en Écosse, ça ne fonctionne pas dans ma tête, on dirait. Y ont-ils un peu de joueurs qui viennent de l'Écosse ou c'est vraiment des produits qui arrivent d'un peu partout? Non, il y en a une couple. Honnêtement, je te dirais, la Ligue de l'Angleterre, c'est quand même une bonne ligue parce qu'on a le droit d'avoir, je pense, c'est 12 ou 14 importés. OK. Mettons en Suisse, Suisse B, l'Autriche, je pense que c'est Autriche, je pense que c'est rendu 6. Suisse B, je sais que c'est 2. L'Allemagne, je pense que c'est 4. Fait que, tu sais, eux autres, il faut qu'ils comblent avec ils ont le 4 importé, mettons. Mm-hmm. Qui comblent le reste de l'équipe avec des personnes qui résident localement. Tandis que nous, en Angleterre, 3/4 de l'équipe, ou au moins la moitié de l'équipe, est des importés qui ont joué dans l'East Coast, qui ont joué dans la Ligue américaine, qui ont joué. Il y a des gars qui ont joué dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, c'est une ligue. Mais nous, on avait 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on avait 5 gars ou 6 gars qui venaient vraiment très proches de Dundee, mettons. Okay. Qui ont quelques joueurs. Quand même des bons joueurs, honnêtement, mais c'est sûr que la priorité est aux importés là, pour temps de glace et tout ça. Là. Mais ils ont beaucoup de produits locaux, puis c'est des très, très bonnes personnes. On a été très bien accueillis. Honnêtement, là, que du bon à dire. Là. Tu pourrais-tu voir, admettons, l'Écosse arriver dans 5 ans, peut-être surprendre puis faire partie des équipes dans les tournois internationaux? Encore loin? France, Canada, États-Unis, Russie, Ouais. Suède, ils sont vraiment établis. Là. Mais on ne sait jamais. Comme l'Allemagne, on ne sait pas. L'Allemagne aussi, oui. Ouais. Ça risque d'être intéressant à suivre. Là. Comme le hockey se développe un peu partout dans le monde constamment. Ça risque, surtout avec des joueurs comme toi. Vous êtes l'idole. Vous étiez les idoles des gens à Dundee. Ça doit inspirer les jeunes à commencer à jouer au hockey, veut pas. Oui, puis à Dundee, précisément, ça l'a. Je me souviens, parce que l'entraîneur à Dundee était québécois. OK. Dans le fond, il disait que lui, depuis qu'il est arrivé là-bas, je pense que c'était sa 2e, 3e année qu'il coachait. Le nombre de fans, le public, ça l'a vraiment clairement augmenté. Là. Le hockey devient de plus en plus gros. Donc, c'est sûr que je pense qu'avec les années, ils vont s'améliorer, puis ça va devenir plus gros le hockey là-bas, c'est sûr. Là. Simon? Moi, je me demandais, c'est-tu à cause de la pandémie que tu as décidé de revenir dans la CHL ou même s'il n'y avait pas eu de pandémie, tu serais revenu pareil? Personnellement, je visais. Ma décision, c'était de retourner en Europe cette année. OK. Ouais. Je te dirais personnellement, c'était ça que j'avais dans la mire au début. Mais par la suite, là, avec les circonstances, je voulais juste jouer. Là, puis l'East Coast, c'est une très bonne ligue. Mais donc, là, c'est sûr que ça l'a poussé vers ce chemin-là, mais je me dis peut-être bien que ça va me donner une opportunité différente.
Ouais. Avec les joueurs passés de la Ligue nationale, est-ce que ça peut fermer des portes à des Québécois comme toi? J'ose imaginer que oui, tu sais, le nombre de joueurs c'est qui est sûr. passé. Ben, tu sais, moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu des rumeurs que il y a beaucoup de joueurs qui sont, tu vois, sur Elite Prospect, là, le site, Mhm. les, les loans, tu sais, les prêts des joueurs, là, il y en a beaucoup qui vont là, puis ils sont presque pas payés. Là. Les dépenses sont payées, mais ils sont presque pas payés pour jouer. Donc, tu sais, c'est sûr que ça enlève beaucoup. Tu sais, les équipes n'ont pas de budget à cause de la pandémie, tu sais, parce qu'en Europe, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup de partenariats. Les compagnies donnent ton paye pour que les noms sur ce gilet. Mais s'ils ne payent pas les compagnies parce que dans le fond, ils ne font pas d'argent à cause de la pandémie, ben, les budgets de l'équipe, ils baissent clairement. Hein. Donc, c'est sûr que les salaires étaient très, très bas comparé à, mettons, aux autres années. Donc, c'est sûr que ça a fait un gros impact à plusieurs joueurs, là, pas justement moi, mais beaucoup d'autres. Moi, j'aimerais ça revenir à cette année, vraiment. Tu fais partie de la grande organisation des Penguins de Pittsburgh. Et ce que j'ai vu, c'était ton équipe favorite lorsque tu étais jeune. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir le logo sur l'épaule des Penguins de Pittsburgh lorsque tu joues une partie? Honnêtement, je l'ai comme réalisé la dernière game quand j'ai mis mon gilet et j'ai regardé à droite, mais là, j'ai comme vu le signe des Penguins de Wilkes-Barre. Ouais. Mais moi, c'est sûr qu'à l'Occasion canadien, ça a été incroyablement spécial pour moi, mais mon équipe a toujours été Pittsburgh. Depuis que Crosby est là, ça a toujours été mon joueur préféré. Je trouve qu'il est incroyable. Puis j'ai toujours aimé Pittsburgh dans le temps que Fleury était là, le temps. Max Talbot était là quand j'étais plus jeune. Honnêtement, c'est très spécial. Moi, je trouve que c'est probablement la plus belle, la meilleure organisation. Donc, puis à date, tout est très, très, très professionnel. Puis l'entraîneur ici, dans le fond, je pense qu'il est quasiment trop qualifié. L'entraîneur que j'ai ici, là, il a coaché, je ne peux pas dire le nombre exact d'années, mais il a coaché dans la Ligue américaine pendant plusieurs années. Il a gagné 2 fois la Coupe. C'est qui? Mark French. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Il a gagné 2 fois la Ligue, je pense que c'est Calder, ça s'appelle. Ouais. Après ça, l'an passé, il a coaché David Desharnais en Suisse, en première ligue de Suisse. C'est sa première année dans l'East Coast. Là, puis, dans les pratiques, tu le vois, j'ai parlé avec aujourd'hui. Honnêtement, il voit des affaires là, que bien d'autres coachs ne verraient pas. Là. Tu vois vraiment qu'il est vraiment sa coche. Tu me parles de Maxime Talbot, tu as dit ça vite fait. Cet été, j'ai pu te voir jouer. Contre Maxime Talbot, tu joues contre des anciens de la Ligue nationale dans des tournois d'été ou des gars récents de la Ligue nationale. Tu as déjà joué avec Philippe Danault au bootcamp. Qu'est-ce que ça te fait de jouer avec des gars qui jouent dans le show vraiment tout l'été? Là? Ben, c'est le fun, tu sais. C'est le fun, tu peux te comparer. Le niveau est excellent. Je me souviens, j'ai joué au tournoi Rivière-du-Loup contre Jonathan Drouin et Cédric Paquette. On les avait battus. Et je veux dire, pour eux autres, ils s'en foutent. Mais pour nous, c'est spécial des battre. Drouin, il s'en fout le reste de l'année pareil. Fait que c'est quand même drôle. Mais tu sais, c'est vraiment spécial. Tu vois, l'été, j'ai déjà patiné avec Patrice Bergeron, Philippe Danault, Pierre-Cédric Labrie, plusieurs professionnels, là, puis Steve Bernier. J'essaie de penser à d'autres, mais tu sais, tu vois l'intensité qu'il amène au travail. Après ça, les petits détails. C'est sûr, c'est toujours une bonne expérience, c'est le fun. Là. Puis un de mes préférés, je l'ai connu, ça fait pas très longtemps, mais Alex Belzile. Il a eu sa chance cette année. Puis j'ai envoyé un message quand il a eu sa chance à la fin de l'année passée. J'ai dit félicitations. Il n'a pas eu facile, puis je trouve tellement que c'est une bonne personne, ce gars-là. Il t'encourage tout le temps, puis il est tellement positif. Puis, moi, une de mes personnes préférées, je te dirais. OK, mais tu parles de ça, une de tes personnes préférées. Y a-t-il un joueur, un coach, peu importe, une personne qui t'a vraiment marqué, qui t'a aidé positivement à persévérer sans arrêt pour te rendre jusqu'à tes présentement? Un coach qui m'a aidé à persévérer. Ou un joueur ou un coéquipier, quelqu'un Je veux dire ma famille. OK. Mon père et ma mère, c'est sûr que
c'est eux autres qui ont joué un rôle important euh, dans mon développement. À cette heure, ma femme, mais avant que je la connaisse, c'était mes parents. Là. À cette heure, j'ai droit à mes parents puis ma femme. Mon père, on s'appelle après chaque game. Il me dit, à soir, t'étais vraiment pas bon ou bien t'étais bon. Il ne prend pas le dos de la cuillère. Mais c'est sûr que j'ai eu des entraîneurs positifs qui m'ont aidé à m'améliorer côté hockey, mais persévérer vraiment ma famille. OK. Moi, j'aimerais ça revenir à pas le Canadien, mais au chandail derrière moi, le Rocket de Laval. Tu été quand même le premier chiffre de l'histoire en tant que tel. C'est toi qui étais sur la glace dans les games hors concours, le premier chiffre de l'histoire. J'ai encore une photo que je garde précieusement à mon sel parce que pour moi, c'est une fierté familiale. À côté de Michael McNiven puis tous les prospects du Canadien, tu as Kevin Dufault qui est là. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être au camp? Pas juste pas du Canadien, mais du Rocket. Tu as sûrement pensé que tu avais ta chance là. Puis moi, ce que j'ai vu, tu avais ta chance de percer l'alignement. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est sûr que j'aurais aimé ça faire l'équipe, mais c'est pas arrivé. C'est spécial. Je me souviens, toi, tu étais descendu, mes parents étaient là. J'avais des amis aussi qui sont venus voir la game. C'est sûr que ça aurait été un rêve de jouer là, moi, toute l'année. Près de ma famille, ça aurait été incroyable. C'est sûr que si je recevais un appel dans le matin, tu veux-tu venir remplacer une game? C'est sûr que je prends l'auto, l'avion, le train, je m'en fous. C'est sûr que je vais y aller. Mais c'est sûr que dans la Ligue américaine, j'ai pas de game encore. J'ai pas joué dans la Ligue américaine encore. Ça a toujours été un rêve pour moi. On va voir. Si ça arrive cette année, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ben. Mais avec la COVID, est-ce que tu crois que tout de même, est-ce que tu t'es fait dire, y a-t-il une quarantaine à faire, peu importe quelque chose qui pourrait. Comment je pourrais dire ça? Une contrainte de plus qui pourrait arriver ou c'est vraiment comme les dernières années? Ben, je ne sais pas comment ça va fonctionner, honnêtement. Est-ce qu'ils vont limiter les mouvements à cause qu'ils ne veulent pas que le monde bouge d'une place à l'autre? Est-ce qu'ils vont faire des tests avant, après? Comme à ce temps, il y a les rapides tests comme nous on fait ici. Si tu es négatif, tu peux-tu monter? J'ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça va se passer. Honnêtement, je ne sais même pas. Aujourd'hui, il y a un gars qui s'est fait couper de notre équipe. Ils ont fait 2 défenseurs. À chaque jour, c'est vraiment. Le mouvement est incroyable présentement. Moi, je sais que je suis assez bon pour jouer dans l'East Coast. Je sais que j'ai bien fait dans l'East Coast. Puis cette année, j'aimerais ça avoir une grosse saison. Mais mon spot, est-ce qu'il est sécure? Non. C'est sûr que présentement, honnêtement, je pense pas vraiment à me faire remplir dans la Ligue américaine. Je pense plus à m'améliorer personnellement, me remettre en game shape. C'est sûr que je suis en forme, mais puis m'améliorer personnellement, puis on va voir par la suite. Mais les nouvelles que j'ai reçues, c'est qu'ils ne savent pas vraiment encore le processus de up and down, les mouvements. OK. Moi, j'aimerais ça savoir, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît dans nos auditeurs. À quel joueur te décrirais-tu? À quel style de joueur que tu te donnes vraiment pour aider les gens à savoir qui est Kevin Dufault sur la glace? Je ne sais pas, honnêtement. C'est sûr que je suis un patineur rapide hors l'aile. Peut-être comme Aguilin, un petit peu peut-être. Paul Byron. Ouais, Paul Byron quand même, honnêtement. Paul Byron, ça serait quand même un bon moule. C'est sûr que je suis un peu plus gros. Mais j'ai pas, mettons, les mains à Patrick Kane. Je ne suis pas un extrême skill guy. J'ai quand même des bonnes mains, mais c'est pas ça qui me différencie des autres. Je te dirais c'est plus mon patin, personnellement. Mais mon joueur préféré que j'adore regarder dans les coins, tout ça, c'est Sidney Crosby. Je sais que la manière que je patine, que j'ouvre mes pieds comme un peu, il y a beaucoup de joueurs, même mon coach universitaire disait que je patine un peu comme lui. Est-ce que je suis aussi bon? Non. Mais je te dirais plus la manière que je joue par exemple pour Byron, mais mon idole, c'est Crosby, c'est sûr. Simon? Ouais, ben, la question que je vais te poser est un petit peu plate. Moi, c'est plus quand tu vas arriver vers la trentaine, 31, 32 ans, c'est quand le bon moment de te dire. Parce qu'il y a une ligue au Québec qui s'appelle la LNAH où il y a des ligues seniors, mais c'est quand le moment de se dire là, je suis plus capable d'en donner ou pour jouer dans la CHL ou pour jouer dans n'importe quelle ligue en Europe, puis que je suis peut-être rendu à jouer dans une ligue comme la LNAH. C'est plate la question, mais je voulais te la poser.
Ben, c'est plate, mais c'est une très bonne question, par contre. Tu sais, j'ai pensé prendre ma retraite quand j'étais midget. Après ça, j'ai pensé prendre ma retraite euh, euh, l'an passé. Après ça, tu y penses souvent. Là, être joueur de hockey, il y a beaucoup de moments durs. Tu sais, cette année, est-ce que je me dis, j'ai un bac en finance, moi. OK. Est-ce que je me trouve une vraie job? C'est pas facile, moi, de ma blonde, on n'a pas de maison. Je vois mes chums, ils ont des maisons, ils commencent à avoir des enfants. Mais pour te dire, le bon moment, je pense que c'est quand tu n'as plus la motivation, tu n'aimes plus l'amour du jeu. Puis, c'est sûr, l'argent, là, c'est sûr que je n'irai pas, mettons, j'emmènerai pas moi et ma femme en Europe si c'est pour des peanuts. Je veux dire, à un moment donné, je vais me trouver une vraie job, c'est plus stable. Donc, c'est plus facile, c'est plus stable. Puis, tu sais que tu vas travailler, mettons, je ne sais pas, moi, du lundi au vendredi, 50 heures semaine ou 60, peu importe, mais au moins, tu as ta cédule. Tu sais que tu ne bouges pas, tu restes dans cette ville-là. Mais je te dirais, c'est sûr que j'ai des amis, un de mes chums, il joue en France, il y a 30. Ça va être fâché si je dis 33, mais je pense qu'il y a 33, peut-être 32. Mais tu sais, les gens en France, ils adorent ça encore. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des grosses ligues aussi que si c'est payant, tu sais, le monde, il continue jusqu'à 36, 37. Ouais. C'est sûr qu'il y a des facteurs, il y a l'argent, l'amour du hockey, si ça ne te tente plus, tu sais, c'est dur sur le corps, là. Oui. J'ai des chums qui ont les genoux, ils ont eu 2 opérations, tu sais. Il y a un de mes chums qui s'arrêtait cette année, il n'avait pas le choix. Si tu gagnes des millions, peut-être que tu vas sacrifier tes genoux, là, mais tu sais, je veux dire, si tu gagnes les salaires à l'East Coast, ça ne vaut pas la peine de mettre ton corps en danger. Là. Mettre un bac en finance, donc c'est très bon. Ouais, C'est ben plus j'adore ça. sécuritaire. Ouais. J'adore. Je pensais vraiment pas choisir ça. Puis j'ai choisi ça pour apprendre l'argent un petit peu, savoir comment apprendre à propos de l'argent, gérer mes affaires. Puis finalement, j'ai vraiment adoré ça, le côté business puis finance. Donc, c'est sûr qu'après le hockey, j'aimerais ça faire dans ce domaine-là. Si tu es tanné vers 35-36 ans, ça te fait une belle après-carrière. Oui, exactement. Ben, c'est sûr que si je joue jusqu'à 35 ans et c'est payant, je vais jouer. Là. Ouais. Je fais du bois, mais présentement, je suis chanceux côté mon corps est en bonne santé. Là, fait que, on va voir la manière ça fonctionne. J'aimerais savoir, dans le fond, tu as commencé dans les East Coast League, dans ta carrière professionnelle, puis tu as sûrement déjà entendu les stéréotypes de la East Coast League, que c'est juste une ligue de bagarreurs. Pour les fans, là, est-ce que c'est vraiment ça ou ça a vraiment changé là, depuis les années? Ben, les stéréotypes, ça vient surtout de Québec. Là. Je veux dire, les Québécois connaissent moins la East Coast que à Québec, c'est la Ligue majeure, la Ligue nationale. Si tu ne fais pas la Ligue majeure, tu n'es pas bon. Si tu ne fais pas la Ligue nationale, ben, tu n'es juste pas assez bon au national. La mentalité est un peu comme ça, mais la East Coast, c'est une très bonne ligue. Tu regardes Alex Belzil, il joue dans l'East Coast, là, il a monté à la Ligue nationale. Tu vas me dire, c'est un joueur de quatrième trio. Mais oui, mais jouer de premier trio dans la Ligue nationale, là, il n'a pas bien. Tu as Yannick Gourde là, qui a eu tout un parcours justement qui a passé par la East Coast et qui est rendu l'un des meilleurs joueurs du Lightning de Tampa Bay qui ont gagné la Coupe Stanley. Oui, exact. Il y a beaucoup de joueurs à la East Coast qui font des marques. C'est juste que ça prend ta chance. Puis quand tu as ta chance, ben, tu performes, c'est sûr. Mais il y a des bagarres, mais il y a des bagarres juniors. Il y en a peut-être une par-ci, une par-là, mais c'est vraiment pas une ligue, mettons, comme la LNAH, que dans le temps, c'était un show. Là. Ça joue vraiment du hockey. Là. Honnêtement, là, j'espère qu'il va y avoir une ligue CHL à Trois-Rivières parce que le monde va pouvoir les voir et faire « Oh, OK ». Parce que, tu sais, pense-y, la plupart des gars jeunes majeurs, il y en a beaucoup qui ne se rendent même pas dans les Coast. Tu sais, je te dis, c'est du très bon hockey. Puis même NCA, il y en a beaucoup qui ne passent même pas dans les Coast. C'est vraiment une mince ligne, mais à chaque niveau, ça monte un petit peu. Puis peut-être qu'avec un club à Trois-Rivières, l'opinion des gens va changer. Effectivement. Oui, je pense que oui. Tu vas aller voir, mettons, du hockey jeune majeur, tu vas aller voir les remparts, mais c'est sûr qu'ils sont plus jeunes. Mais tu vas aller voir les remparts, après ça, tu vas aller voir les East Coast, tu vas faire « Oh, OK. » Cette année, vous êtes 4 Québécois avec ça, dont un ancien de la Ligue junior majeure, Félix Robert, qui joue sur ton trio présentement. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui ou dans les derniers jours, mais en fin de semaine, je joue avec toi. Qu'est-ce que ça te fait de jouer avec
des Québécois dans tes équipes. Je sais que tu étais souvent chanceux, tu en as souvent eu avec toi. Mais est-ce que ça te rajoute un petit plus, quelque chose de différent lorsque tu as un Québécois avec toi dans ton équipe? Ben, c'est drôle que tu en parles parce que, oui, on est encore sur la même ligne, là. On a pratiqué justement aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça va rester comme ça. Ben, c'est sûr, en assumant que la Ligue, pas la Ligue, mais l'équipe reste intacte, là. Mais on joue sur la même ligue, puis on a une très bonne chimie. On se parle, on est venus amis très rapidement. Puis moi, j'ai 28 ans, lui, il en a 21. Donc, c'est sûr que j'essaie de l'aider d'une manière que moi, des fois, j'aurais peut-être aimé être aidé, tu sais. Moi, j'ai eu un gars québécois dans les années que j'ai joué qui était plus vieux que moi, c'était Olivier Labelle. J'ai joué avec, là, il est rendu en France. Il a joué beaucoup dans la Ligue américaine, mais qui m'a aidé là, personnellement comme Québécois. Puis ça facilite la tâche, ça te rend plus accueilli dans l'équipe. Puis c'est sûr que moi, j'essaie de l'aider le plus qu'il faut. Son anglais n'est pas parfait. Donc, c'est sûr que là, il se pratique. Puis je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Mais notre chimie, à date, on adore jouer ensemble. Lui, c'est un joueur de centre. Moi, je joue à gauche. Puis c'est un très bon joueur. Fait que, puis je pense que l'entraîneur ici, il aime ça je pense qu'il aime ça qu'on joue ensemble pour l'instant. Puis en avantage numérique, justement que Joe pose sa question, c'est avec Michael Joly, parce que j'ai vu dans les dernières shows, 3 Québécois, c'est la même vague d'avantage numérique. Est-ce que, encore une fois, c'est un avantage de pouvoir vous parler français sur la classe sans que tout le monde comprenne? Ben oui, c'est sûr qu'on se dit, si j'y parle sur la glace, je parle en français. Comme tu dis, le monde ne comprenne pas. Fait que, pourquoi je dirais dire hey, middle, middle? Le gars, il va savoir, je joue au milieu. Pourquoi je ne dis pas hey, au milieu, milieu? Ça paraît con, mais ça ne pas. Fait que, ça donne une seconde de plus d'extra. Après ça, c'est sûr que c'est le fun. Justement, Michael Joly, c'est un très bon joueur. Puis Félix aussi. Fait que, déjà, les 3, on est très bons amis. Ça est arrivé très, très, très rapidement. Là. Bien, c'est ça que je voulais savoir en même temps. Quand vous êtes prêt à signer des contrats, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez justement s'il y a des Québécois dans le line-up? Quand tu vas en Europe, est-ce que tu regardes ça un peu, toi, de ton côté? Ben, c'est pas un deal breaker. C'est pas un. Mettons, il n'y a pas de Québécois, je ne vais pas là. Mais c'est sûr que. Moi, quand j'ai signé ici, il n'y avait pas de Québécois. Okay. Si je me souviens bien. Donc, je me suis pas. J'ai parlé avec l'entraîneur, ça l'a fait un. J'ai regardé la conversation avec l'entraîneur, ben, c'est sur le salaire, les conditions de vie. Puis, après ça, j'ai pris ma décision. Mais c'est sûr que quand après ça, par la suite, c'est qu'un Québécois, 2 Québécois. C'est le fun. Tu sais que tu vas avoir un peu de. Ça te rend comme plus à l'aise. Tu manques moins la maison, mettons. Tu sais, je veux dire, en tant que Québécois, parce que, tu sais, il n'y a pas d'autre place dans le monde où ça parle français, vraiment. Tu sais, en Amérique du Nord, là, tu sais, c'est le Québec. Isolé. Tu te sens moins seul. Ben, je ne sais pas si c'est la direction, justement, qui les amène plus. Ça doit être ça, j'imagine. Ben, je pense que Pittsburgh ont toujours été ouverts au Québec. Aussi. Ouais. Il y a beaucoup de stéréotypes par rapport aux Québécois, je pense, dans la Ligue, des fois, qui ne sont pas toujours fondés. Je pense que les équipes tranquillement se rendent compte que les Québécois, c'est des travaillants, qui sont professionnels. Le fameux stéréotype de Xavier Laflamme dans les films de Goon. Exactement. C'est ça. Peut-être pas aussi extrême, là, mais on voit un peu l'image. Ouais, mais tu sais, c'est ça pareil. Là, je veux dire, c'est pas une bonne. C'est pas une bonne image. Là. On est des gars de party, c'est ça l'affaire. Ouais. Non, mais je te confirme, les Américains, c'est des gars de party aussi. Ouais. Puis les gars de Dundee, c'était des gars de party aussi. C'est pas mal partout pareil. Là. Selon mes informations, les Russes aussi. Oui, les Russes aussi. C'est ça. Mais je pense que Pittsburgh, ils ont toujours été ouverts aux Québécois. J'aimerais ça que le Canadien, je pense que ça s'améliore. Mais j'ai vu sur un article que à Trois-Rivières, il aimerait ça placer un focus sur les Québécois. J'imagine que ça serait. Ben, il devrait, là. Parce que à Trois-Rivières, le Russe là, qui va aller chercher une crème glacée, il va avoir de la misère. On parlait de Félix Robert. Ils vont donner une chance aux Québécois avant. Ça, c'en est un qui sort de la LHJMQ, Félix Robert, puis qui tu sais, mettons qu'il y aurait un club à Trois-Rivières là, c'est le genre de gars, ça, potentiellement, qui pourrait être là, tu sais.
Ben oui, J'espère que ça va être ça. Ben oui, c'est sûr. Tu donnes une chance à un gars comme ça. D'un, en partant, il n'y a pas besoin de s'ajouter à la langue. S'ajouter au jeu professionnel. Il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est sûr et certain que ça l'attirerait des gars comme ça. Puis pour terminer, moi, je vais vraiment m'inspirer d'un autre podcast, c'est Sans restriction. Si tu avais un trio à faire pour ta dernière partie, tu ne joues plus après. C'est vraiment un trio. Quel joueur serait là? Toi, tu es inclus dans ce trio-là. 2 défenseurs et un gardien. Quels seraient vraiment tes 5 gars que tu aimerais jouer vraiment? Moi, je t'inclus avec ça? Oui, tu es inclus là-dedans. Ben là, je peux prendre des gars de n'importe qui, Ligue nationale, N'importe qui, Ligue nationale, gars qui n'a jamais joué au hockey, peu importe. Si vraiment tes idoles sont là, tu veux vraiment essayer de jouer une game d'hockey avec eux. Ah, c'est sûr. À gauche, ben, ça serait moi. Au centre, ça serait Crosby. Ben là, je sais que McKinnon, lui, il joue au centre, mais je le mettrais à droite. Je pense qu'il serait capable. Après ça, à défense, le temps, j'ai toujours aimé le temps. Puis, mettons défense droite, défense gauche. Je sais pas. Tu peux mettre un droitier. J'adore Edmund. J'adore Edmund de Tampa Bay. Puis, dans les gauches, j'aurais pris ton père, Jean-Mi, mais je ne sais pas si c'est en forme encore. Mais probablement Fleury. OK. Ben, Kevin, merci d'avoir été là. On a passé quand même près de 50 minutes avec toi. On a eu plein de commentaires qui disaient que c'était super intéressant ton entrevue. Puis tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu à la table du hockey. Ça nous fait plaisir de jaser avec toi. Puis encore une fois, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Puis bonne saison aussi. Oui, bonne saison à Wheeling. Oui, bonne saison. Merci à vous, les gars. J'apprécie vraiment le temps et de m'avoir inclus aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ben, c'était Kevin Dufault des Nailers de Wheeling. Encore une fois, un excellent joueur de hockey. Écoute, je crois qu'on ne peut pas demander mieux, les boys. On ne peut pas demander mieux avec ça, savoir tout ce qui se passe dans la ECHL, vraiment. C'est justement parce que tu l'as mentionné, c'est la seule ligue présentement qui fonctionne en Amérique du Nord. Donc, si vous avez le temps de regarder peut-être un petit streaming on the side qui est peut-être pas légal, mais vous pouvez écouter du hockey, écouter cette ligue-là. Ça vaut à peine si vous êtes en manque de hockey avant le championnat junior. Allez écouter la East Coast League, ça va vous ouvrir les yeux. Et même pendant, parce que c'est pas la même game, je trouve. Moi, je pense que je suis un des plus grands fans de la East Coast au Québec, là, parce que je suis dur à battre le nombre de games que j'ai regardé dans les dernières années. Juste là, je vous tease un peu. Je suis en train d'écrire un article sur les Québécois de la East Coast qui jouent présentement. Puis j'ai regardé pratiquement toutes les games qui incluaient des Québécois juste en fin de semaine. Hey, ça en fait du hockey à regarder. Puis Flow Sport, je vous invite à vous abonner à ce site-là. C'est magique. Vous avez accès à des games de la NCAA et de la East Coast. Tout ça pour 12,50 $ par mois US. C'est un abonnement de Netflix pour un amateur de hockey. En plein ça, en plein ça. Je te dis tantôt, Jean-Michel, que c'était le seul hockey en Amérique du Nord, mais il y a la NCAA aussi qui est là. Professionnel. Professionnel. Professionnel, OK. Professionnel. Mais moi, j'aimerais ça parler, on est dans le sujet vraiment du retour des ligues en Amérique du Nord, les ligues professionnelles. Toi, Simon, j'ai pas le jingle prédiction de Simon aujourd'hui, on l'a passé dès maintenant à la post-prod pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud, limite, on est sur tout, là, la gang. Vous savez, de toutes les semaines, on vous le répète. Mais c'est quoi ta prédiction sur quand la Ligue nationale va revenir et si elle va revenir? Moi, je veux savoir ta prédiction, c'est quoi? Ben là, tu me prends au dépourvu parce qu'on n'avait pas parlé avant. Mais, écoute, ta question, c'est quand elle va revenir? OK. Moi, je pense que, en tout cas, j'aimerais qu'elle revienne comme il parle à la mi-janvier. C'est dans le 13 janvier, je pense. Ouais, le 13, en plein ça. Pourquoi là, pas un jour chanceux, le 13? On est le 14 décembre. Fait que quand on fait ça, c'est dans un mois. C'est pas long, là. Noël s'en vient. Après ça, le mois de janvier commence. Ça commence. J'aimerais ça en tant que amateur, partisan, puis de tout, de passionné de hockey, de voir les nouvelles acquisitions, pas seulement du Canadien, mais de toutes les équipes de la Ligue, de voir Lafrenière, de voir tout. J'ai hâte que le hockey revienne. Puis j'aimerais ça. C'est ma prédiction. C'est le 13 janvier, une saison de, au minimum, 48 matchs, parce qu'il faut quand même que les joueurs soient... ils ont un minimum de matchs à jouer. Je pense que ça ne peut pas être 41, c'est pas assez. J'aimerais ça. Donc, je pense qu'on dirige vers 56. Ouais, c'est ça que j'ai entendu parler aussi, là, mais j'ai vraiment hâte de voir là, d'ici 2 semaines. Il y en a qui disent que la Ligue nationale pourrait prendre une décision. J'ai hâte de voir.
Ben, on arrive à un Bonjour. moment où est-ce qu'on va avoir l'excitation qui va être de retour au hockey. Puis ça va sûrement aider le podcast, by the way. Mais, Ouais. mais en même temps, regarde, le championnat junior, on en a parlé, la NCAA puis la East Coast League qui sont présentement en cours. Cet été, Seattle, le repêchage Ah, oui. expansion, Oh ça, j'ai oui! hâte. Ça, j'ai Je m'en hâte. rappelais J'ai plus. très hâte de ça. On dirait que la COVID nous a fait oublier Seattle. Ça, pour moi, elle m'a fait Ouais. oublier Seattle. On dirait que Seattle, c'est dans 2-3 ans. Là. Et puis Seattle, là, présentement, ils peuvent regarder un peu leur carnet de chèques puis regarder les joueurs justement dans East Coast League. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressants. Écoute, Ben oui. Seattle, ils ont tout l'argent du monde puis ils peuvent signer le nombre de joueurs Puis, qu'ils veulent. Ça me fait penser. Seattle Vas-y, Simon. vont avoir un club de Ligue américaine, il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Ils vont être rendus à 32 équipes. Donc ça peut permettre à des gars qui n'ont pas de chance maintenant de jouer dans la Ligue américaine, de probablement jouer dans la Ligue américaine, surtout que Seattle ne seront pas tant bons que ça, en tout cas, pas supposés à leur première année. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des gars qui viennent jouer des tours dans la Ligue américaine sur un tour 4e trio, peut-être on ne sait pas, un Kevin, peut-être un jour pourrait avoir Oui. une chance, là, hein? On ne sait pas. Mais c'est ça avec l'ajout des équipes. Plus il y a d'équipes, Ouais. plus tu as de chances de faire la Ben Ligue. oui. C'est ça, Ben moi, quand je fais, mettons, la comparaison avec les autres ligues sportives, le hockey a beau être le sport qui va pogner le moins, on va dire, en Amérique du Nord, comparativement au baseball majeur, à la NBA, puis à l'NFL. Mais c'est là que tu vois qu'ils ont un beau système de développement, par exemple, comparativement aux autres ligues. Tu as la MLB, par exemple, qui sont dans une ligue à part. Là. Ils ont le A, le AA, le AAA. Donc, comme trois autres ligues qui sont on the side. Mais si tu regardes la NFL, ils n'ont pas d'équipe. Non, pas. Hein? Ils n'ont pas d'équipe de Ligue américaine, C'est rien vrai? pour développer des jeunes. Tu regardes la NBA, il y a la G-League, mais sinon, ils n'ont pas une autre catégorie en dessous. Fait que le hockey a un peu cet avantage-là comparativement à d'autres sports. Puis c'est ça qui est le fun. Moi, tu sais, on parle de la Ligue nationale qui va revenir bientôt. La Ligue américaine, on n'a pas de nouvelles encore. On ne sait pas C'est si ça va supposé le revenir. 5 février, je pense. Fait que février, moi, je vois ça comme un avantage pour ceux qui sont dans la East Coast présentement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben, Ceux qui sont plus dans la ou East moins, Coast, parce les recruteurs, veulent pas les recruteurs, ils n'ont rien à faire. Je suis convaincu que les équipes de la Ligue nationale envoient les recruteurs-là. Sauf que tu en as une tonne qui ne jouent pas présentement. Oui, Ouais. c'est sûr. Et qui ne peuvent Mais- pas aller nécessairement en Europe parce que les jeunes sont prêtés dans les équipes européennes. Ouais. Fait que c'est un plus et un moins, on va dire ça comme ça. Fait que, comme mettons Kevin Dufour, lui a été, il a le talent et il a été sélectionné pour jouer avec les Wheeling. Nailers. Les Nailers, ils ont tellement un nom. Là. Nailers, Les Nailers de Wheeling. Wheeling. Des clous. Des clous, hein. Puis, tu sais, t'en as c'est ça comme je mentionnais tantôt, tu as la moitié de la ligue qui ne joue pas présentement. Fait que c'est 24 joueurs par équipe qui ne jouent pas présentement puis qui n'ont pas la possibilité d'aller jouer en Europe parce qu'il y a des jeunes espoirs de la Ligue nationale qui sont prêtés là-bas, justement. Puis on pense à l'ancien des Marquis de Jonquière, Mathieu Brodeur, qui a quitté la saison pour la saison l'an dernier. Écoute, il avait signé avec les Thunder d'Adirondack. J'ai lu l'article là-dessus. 2 semaines avant que le camp d'entraînement, une semaine ou 2 avant que le camp d'entraînement recommence, le club annonce qu'il ferme les portes. Ouf. Écoute, c'est un couteau à double tranchant. Tu avais signé ton contrat, tu es déménagé avec ta famille là-bas. Tu arrives là, paf, c'est fermé. Désolé, merci, bonsoir. On en reviendra l'année prochaine. Hey, ça doit-tu faire mal un peu se faire dire ça? Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. J'espère tellement pas pour toute la ligue. Présentement, les équipes sont là. J'espère que ça fait moi pas les portes. Mais... c'est sûr que tu as des clauses dans un contrat, par exemple. Tu as des assurances aussi qui peuvent peut-être payer une partie, pas le complet, mais il y a des clauses pareilles. Là. Mais c'est sûr qu'on vit dans une époque différente. Là, on a eu le premier vaccin, première personne qui a été vaccinée aujourd'hui au Québec. Ouais. Fait qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Le retour à la normalité est dans la prochaine année. 6 à 9 mois. Là. En C'est tout cas, ça, ma fait prédiction. On voit ça facilement. C'est ça, exactement. On a vécu un moment difficile, puis pour la plupart, ça a été très difficile, mais on va tous se relever plus fort de ça. Bien dit, En plein ça. ça. Mais c'est très bien dit. Bon. Ce que j'allais dire, c'est que là, pour ceux qui disent hein, dans les derniers mois, on n'a pas eu beaucoup de hockey, on a eu les séries, mais à part ça, pas beaucoup de hockey. Mais dites-vous bien une chose. D'ici les 6 prochains mois, là, c'est peut-être là qu'il va y avoir le plus de hockey comme il n'a jamais eu. Premièrement, il y a le championnat mondial junior qui arrive et j'ai extrêmement hâte de voir mes 3 gars des SAG à ce tournoi-là. Mathias Kaslik, en parlant de ça, justement, et ça vient d'être annoncé, Kaslik et Niazel font partie de l'équipe. C'est un bon temps de s'annoncer.
Oui, Matej Matej Kaslik. Kaslik. République tchèque? Slovaquie. Slovaquie, ouais. Ah, Ouais. c'est Slovaquie. Puis, tu sais, après ça, tu vas Pareil. probablement avoir la Ligue nationale, la Ligue américaine. Là, tu as la CHL, le junior majeur qui va sûrement recommencer après les fêtes. Donc, c'est long, je sais pas. Enfin! On va s'en sortir. Puis, Ouais, c'est une comme étape on à dit par passer. chez nous, Ah, faut souhaiter. Après l'hiver, c'est l'été. Hein? en plein ça, tu me le répètes souvent, ça. Après l'hiver, c'est l'été. Les L'hiver beaux n'est même jours pas s'en encore viennent. commencé, on dirait. Non, mais les beaux jours s'en viennent. Si moi, si on Oui, veut après dire, l'hiver, Joe, c'est l'été. Ouais. Mais moi, c'est parce que je viens de voir la température dehors. Là. On vient d'avoir en bas des -10. Ça Ben, fait c'est un correct, bout. ça. nous autres, ça fait un bout de ça. Ah non, ouais. c'est ça. À Québec, Mais, c'est comme mais, anormal présentement Joe, l'hiver qu'on a. Joe, imagine-toi, moi, arrivé au Lac-Saint-Jean, quand je suis débarqué ici, j'arrivais à des trails à 15 degrés 2 jours avant. J'arrive au Il amène Lac-Saint-Jean, la moins mauvaise 15. température. T'es comme quelqu'un qui revient du sud. Là. Il est à l'aéroport, il n'a pas son manteau est dans ses bagages, il arrive pour sortir dehors parce qu'il pense qu'il va Joe, faire chaud. Nope. Ça m'a fait ça l'an passé, en plein soir. On revenait du Mexique, j'étais dans l'avion, moi. Là, j'ai comme, je vais mettre ma fuck dehors. J'arrive à Bagotville, il fait -20. Je fais, Ouais. Remets ton manteau. ouais. mais c'est ça qu'on fait. En parlant de mettre vos manteaux, cet hiver, je crois qu'il y en a plusieurs personnes dans nos auditeurs, probablement plusieurs personnes, qui vont faire des patinoires extérieures. J'aimerais ça inviter nos auditeurs qui font des patinoires extérieures. Envoyez-nous une photo de ce que vous faites, de votre patinoire. J'aimerais ça vous parler des plus belles patinoires ou des projets de patinoires extérieures que vous faites année après année. Moi, je pense à la patinoire de mon voisin toutes les années quand j'étais jeune. Je faisais ça. C'est des meilleurs souvenirs que j'ai eus dans ma vie en jouant au hockey. C'est sur la patinoire de mon voisin. J'aimerais ça voir les patinoires extérieures de tous nos auditeurs, voir qu'est-ce que vous faites avec vous chez vous pour pouvoir donner l'accès à une glace à vos jeunes. C'est sûr qu'elle peut être meilleure, par exemple, que la patinoire extérieure de la ville de Pont-Rouge. OK, les coins, là, c'était affreux. Puis en plus de ça, ils passaient la Zamboni dessus. Hein? Ouais. Passer à Zamboni? Oui, parce que c'était quand même une grande surface. Fait que tu es capable de passer la Zamboni. Mais, sauf que les coins, là, sont ouf. Joe, la Zamboni, c'est-tu une vraie Zamboni? Ben oui, la Zamboni, parce que dans le fond, tu as la patinoire de l'Arena Joé Juno. OK. Oui, plus l'Arena Joé Juno. Puis à l'extérieur, c'est là qu'il envoie la neige. Puis ensuite de ça, juste mettons, à droite de la sortie de la Zamboni, tu as la patinoire extérieure. Puis la Zamboni, des fois, elle allait passer un petit tour, puis il revenait. Tu parles de Zamboni. Moi, mon père, avec mon parrain, mon voisin, la gang du quartier ici, quand on était jeune, il avait fait une Zamboni. Il avait inventé une Zamboni. Il pluguait une hausse. Il pluguait la hausse. Tu avais un genre de filet à terre qui passait comme une Zamboni. Ça faisait une surface plate. Elle était parfaite. Ça, c'est un projet pour envoyer au dragon, là. Ben ça, le pire, c'est quoi? 5 ans après, qu'est-ce qu'on voit sortir dans les mettons, le monde, on a sorti quasiment le même modèle. Ça a sorti partout, ça se vendait comme des specials. On n'y a pas pensé. Vous seriez millionnaire, peut-être. Hey, tu pourrais avoir une patinoire intérieure chez vous. Sûrement qu'on serait millionnaire. Écoute, je voyais ça, les prix fous, ça coûtait full cher. Nous autres, on avait fait une 5 ans avant, faite dans le garage de mon parrain. Oh my God! C'est sûr qu'il l'a volé en plus, là. C'est sûr que quelqu'un a vu ça en photo, fait « Oh shit, on fait ça! » Tu parlais des patinoires intérieures. Avez-vous déjà essayé de patiner sur une petite patinoire synthétique? Oui, moi, c'est à Québec avec mon père. Il m'avait amené, il a dit « Viens, Jean-Mi, amène tes patins. On va amener nos patins, on va aller à Québec. » Il y avait une place de patinoire synthétique, plein de drills, là, tu peux faire des entraînements. Ouais. Je sais pas si ça existe encore, mais on ne sait plus comment ça s'appelait. Ça me dit quelque chose. Tu vois, moi, je viens de Québec, puis ça me dit quelque chose, mais je m'en rappelle pas. On est allé là, c'était malade. Écoute, tu avais toutes les affaires que tu vois sur YouTube, mettons. Une plaque, tu peux jouer au tic-tac-toe avec des potes, là, dans un but. Tu peux faire, tu avais des toiles, tu avais plein d'affaires sur de la glace synthétique. Ce que je me rappelle, ça fait longtemps, bien sûr, j'étais jeune, c'était dur de patiner là-dessus. Puis là, tu donnes des vraiment gros coups de patin patiner comme normal. Okay. C'est très, très, très différent, mais quand même, ça te donne une certaine glisse, comme un peu ça glace. Comme des plaques, des constantes qui mettaient à terre? Il me semble que oui. Parce que moi, il en avait ça en 2008-2009. Il y avait eu la flamme olympique en 2010 pour les Jeux de Vancouver qui était venu ici. Kim Saint-Pierre, équipe Canada féminin, était venue ici à Héberville, en avant de l'école. Puis moi, j'avais rencontré Kim Saint-Pierre, j'avais fait un travail de elle à l'école. Puis genre, on avait comme une petite cabane à pêche. Elle rentrait là, elle venait nous parler, comme une petite interview. C'était peut-être le début de... Puis il y avait du monde qui jouait au hockey sur une patinoire, mais... C'était comme des casse-têtes, c'était des bouts de blanc qui mettaient, tu patinais là-dessus. Je pense que c'était ça. Tous tes patins. Je pense que... Comment ça s'appelle? Désolé, j'ai perdu le nom, là. Mais l'affaire de sport, là, tu peux acheter des affaires de hockey. Hockey Shop.com.
hockeyshop.ca.com, tu peux acheter de la glace synthétique. Je me t'en parle. Moi, je donne une idée à mon père, je sais qu'il nous écoute. Papa, tu peux m'acheter ça à Noël, je vais être bien heureux, je vais me mettre ça dans mon appart à Québec. Ah oui, ça doit être donné, Jean-Mi. Hein? Ça doit tellement C'est être très donné. cher. Là. C'est très cher, mais les glaces ça, tu vois, synthétiques, c'est marché. mettons là, justement là, qu'on veut se partir un projet, ça, ouvrir un centre de hockey intérieur pour l'été puis tout ça. La table Avec... du hockey. Oui, la table du hockey, qui a un centre d'intérieur de glace synthétique, parce que comme tu l'as mentionné, peut-être qu'il y a quelques places, mais on n'entend pas beaucoup parler. Je me rappelle, je pense que l'Arena à Blainville-Boisbriand en a une. Justement, un centre Mais comme ça. est-ce que tu crois, moi je lance un débat, l'été, à place d'avoir de l'asphalte sur les patinoires extérieures, est-ce qu'on pourrait acheter chaque ville pourrait acheter une patinoire de glace synthétique pour que les jeunes puissent jouer au hockey avec le patin? Tant que ça, tu peux mettre une plateforme de deck. Non, tu peux pas mettre tes patins, mais... Tu peux pas mettre tes patins, mais faut chausser ses patins l'été. Hey. Moi, Plus 30 dehors, tu patines avec tes chums. Tu vas mettre tes Moi, tu vas être patins en malade. roulette, tant que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, Ouais. puis je me demande toujours pourquoi ça n'a pas fonctionné à Québec, le roller hockey. Ben oui, c'est vrai. Il y avait des ligues un peu partout à travers la province, mais ça n'a jamais fonctionné comme le deck hockey, justement, qui fonctionne très bien durant l'été. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné, moi, personnellement, parce que je me suis dit, à Québec, là, on est des amateurs de hockey et ça se peut pas. Là. À quel point? Fait que pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner? Je ne sais pas. Non, Ben, vous n'êtes pas des amateurs. Non? Mais T'es pas un amateur, toi? Simon, toi, t'en Ah non, penses. À c'est vrai, t'es un Québec, fan. moi, je suis pas à Québec. Ah non, t'es un fan des Saguenay, c'est vrai, t'es pas un amateur de hockey. Hey, ça, tu vas le piquer, là, tu sais, tu vas vraiment y faire Moi, mal. Jonathan Drouin, les Saguenay puis Cole Caulfield, là, si vous voulez me piquer, parlez-moi de ça. Ouais, parlant de Cole Caulfield, là, ça va être un des prochains sujets d'après moi. On va parler un peu de Cole Caulfield. Mais là, je veux qu'on reste sur le patinoire extérieur. Est-ce que vous avez vraiment un souvenir sur le patinoire extérieur? Comme moi, je vous ai parlé de mon souvenir tout à l'heure, être chez le voisin. Il y avait même construit un genre de phare avec des murs de neige partout autour du feu pour qu'on puisse se réchauffer. On avait tout vidé sa remise, c'était tout transféré dans nos affaires chez nous. Le garage était plein d'affaires de la remise du voisin, mais c'était comme notre chambre d'hockey. J'amenais mes patins dans mes mains, j'allais chez le voisin, je m'habillais dans la chambre d'hockey avec les boys. On allait patiner toute la gang dehors. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça, de patinoire extérieur avec vos amis, peu importe avec votre famille? Ben, je te dirais non, parce que la plupart du temps, quand je vais en patinoire, c'est à la patinoire du village. Fait que, tu sais, c'est avec du monde du village que je joue au hockey. Tu sais, il n'y a pas de monde que je connais vraiment qui s'est fait une patinoire puis qu'on allait, qu'on allait patiner dessus, là. Fait que... Mais même sa patinoire du village, c'est sûrement quelque chose qui Oui, vient oui. en tête. La première fois que j'ai patiné, j'avais 4 ans. J'étais avec mon père, je tenais la main, je regardais pas ce que j'allais. Bang! J'ai foncé dans quelqu'un, je suis tombé tête première sur la glace. Puis là, je voyais des étoiles après, mais tu sais, j'avais 4 ans. Tu vois, moi, le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand il avait tombé l'hiver 2008. Ouais, l'été 2008, ouais. Ouais, c'est dur patiner l'été. L'hiver 2008, c'est là qu'on avait eu une tombée de neige de record. Puis, déneiger une patinoire, là, c'est ça qui est plate là-dedans. C'est le bout qui est plate. Hein? On pourrait tout skipper Vraiment. cette étape-là. Je pense que tout le monde serait heureux. Mais on en faisait souvent chez nous, justement, des patinoires extérieures. Puis ça a toujours été des bons souvenirs de jouer de temps en temps. Mais tu sais, quand tu joues au hockey mineur, puis après ça, des fois, ça ne te tente pas vraiment de retourner jouer au hockey ensuite de ça, avec toutes les pratiques et les rencontres et tout ça. Mais j'ai toujours eu des très bons souvenirs, là, c'est les patinoires. Mais je pourrais pas te dire un souvenir en particulier qui me revient à l'esprit. Moi, je sais, Maxime, d'ailleurs, mon voisin, Maxime Goulet, je sais qu'il nous écoute souvent. Max, si tu as une photo de la patinoire, mon père aussi, si tu as une photo de la patinoire, envoie-nous ça. Je veux leur montrer la patinoire qu'on avait quand on était jeunes, vraiment. Je veux montrer à nos auditeurs. Tu feras un post là, sur Facebook, justement, pour écrire. Envoyez-nous vos photos sur la page Facebook. On va les publier. Puis durant le prochain podcast aussi, peut-être, si on en reçoit beaucoup, on pourrait les montrer. Ce serait intéressant de débattre, savoir qui a la plus belle patinoire extérieure, qui nous ramène à nos souvenirs d'enfance, vraiment. Il y a un souvenir qui me revient. Je vais te laisser finir. finir. Non, mais vas-y, sinon, après ça, on va finir avec ça. Parce que moi, quand j'étais jeune, il y a quelqu'un à Héberville, tu sais, Charles Hudon, là, ses grands-parents, ils viennent d'ici, OK? Puis il y a un cousin, Charles, qui vient ici, puis quand j'étais jeune, il l'a invité, Charles. Quand il jouait pour les Sags, il l'a invité à mon école primaire à venir, fait que... Et puis là, on le savait qu'il était déjà repêché par le Canadien. Mettons, c'était en 2011, 2012, ouais, à peu près. J'étais en 6e année.
Puis là, j'avais arrivé avec un bâton. On mangeait du spaghetti. Puis là, maintenant, on était genre, moi, mon père, son cousin, puis lui, genre, on était rien que 4 dans le gymnase parce que tout le monde était parti dehors en patinoire. Avec là, j'ai fait signer un bâton à Charles, puis une trompette des sacs. On a jasé pendant 20 minutes. Après ça, on est allé dehors, puis il était arrivé avec Christian Ouellet, Guillaume Masselin, puis on est allé juste en patinoire à Héberville avec toutes quasiment les 5e et 6e années au primaire. Puis je me rappelle, Victor Boilly avait chanté l'hymne national. Ouais. Puis c'est ça, on a joué avec Charles, puis j'étais comme. Hey, les boys, Si vous j'ai nous d'en savoir envoyez... une photo. J'ai d'en Déjà? savoir la photo. La photo de la patinoire. Ah, Tu peux l'envoyer, attends. tu feras un partage. Je sais pas comment faire. Ah, c'est super simple. Tu vas voir, c'est Screen super simple. sharing. Ouais, c'est parce que c'est rendu moi avec le bon réseau ici de la gang. Fait que c'est rendu moi qu'il faut qu'il soit le propriétaire de la discussion. Malheureusement, la régie n'est pas Envoie-moi là ça. ce soir. Mais Mais qu'est-ce que tu penses vraiment. qu'on attend pour la semaine prochaine? Moi, je pense Ben, qu'on pourrait tout écoute- les montrer la semaine prochaine. Oui, ben c'est vrai. On va attendre la semaine prochaine pour vous montrer Ouais? vraiment les patinoires extérieures de vos enfances. Vraiment. Puis, envoyez-nous en photo vos coins de patinoire parce que c'est l'affaire la plus compliquée à faire. Mais quand ils sont bien faits, ils sont bien faits. Mais quand ils sont mal faits, maudit que je veux pas aller jouer là-dedans. Moi, je te garantis que les coins de patinoire dans ma patinoire d'enfance étaient parfaits. Parfait, parfait. Là-dessus, gang, on est sur TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud et l'autre. Simon, tu ne joues pas ta réplique à chaque semaine. Et Simon, on est tous allés l'entendre. Mais on est sur toutes les limites. Vous allez nous trouver arrobas la table du hockey ou la barre en bas, table barre en bas du barre en bas hockey sur Instagram. On est sur toutes les plateformes possibles. Suivez-nous, ça va nous faire plaisir. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos patinoires extérieures, vos photos de patinoires extérieures, que ce soit cette année, dans les dernières années. Faites-nous telle place, on vient de telle ville, ça c'est notre patinoire en telle année. Ça nous a fait plaisir. On va vous montrer ça dans les prochains podcasts. Puis en terminant, je voulais vous dire un gros merci que notre projet, moi puis Simon, on aime ça dire que c'est un peu notre bébé, la table du hockey. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. On vient d'atteindre les 800 likes sur notre page Facebook. Écoute, j'ai des frissons juste à le dire. J'ai des frissons de voir que mon projet que j'ai starté en juillet 2018, si je ne me trompe pas, 2019. Ça fait plaisir. Ça fait tellement... plaisir. Écoute, c'est Joe, grâce à moi. c'est toi qui as amené tous les abonnés. On se disait tantôt, Jonathan, que moi, j'étais comparable à Mario Tremblay, puis toi, t'es plus Sauf comparable le fait à... que tu conduis sous. Non, je continue Il pas. conduit Ah, pas ok, sous. c'est- Il Parce conduit que pas Mario sous. Tremblay s'est fait arrêter. Hein. Ouais. Oh! Toi, t'es tu comme veux faire les Renaud Lavoie, comparaisons. Jonathan. Non. Non, c'est Joe, pas moi. Le plus, c'est que c'est Jonathan, pas moi c'est qui fais les Jonathan. fausses rumeurs. Non, pas vrai. Je te dis, Jonathan, c'est Jonathan. Marc Denis. Non, tantôt, Non. j'ai dit qui? Guy Boucher, c'est ça. Ouais, mais j'ai pas de l'air d'un tueur en série. Mais si j'ai hâte de voir. préjugé. Ah non, mais je veux dire, le look de Guy Boucher est remarquable. La cicatrice sur l'œil, je veux dire. Ben, c'est une cicatrice, puis je veux dire, si t'avais à mettre quelqu'un dans un film de James Bond pour être le vilain, Guy Boucher serait la première personne que tu vas avoir. Ben, les boys, merci d'avoir été là avec nous. Merci, Kevin, d'avoir fait l'entrevue avec nous. Super intéressant de parler de l'East Coast, de l'Europe. Joe ne voyait pas de hockey en Europe et en Écosse. Puis là, Ben, c'est tout nouveau. On vient de tout se rendre nouveau. compte. On vient de se rendre compte que c'est les joueurs des Stars de Dundee comme Kevin. Kevin, c'était entre parenthèses le Jonathan Drouin de Dundee. La vedette de Dundee et le joueur étoile, qui était quand même le meilleur joueur des Stars de Dundee, c'était Kevin avec un autre Québécois, Anthony Beauregard d'ailleurs, que je salue, qui est passé souvent à la table du hockey. C'était ça. On a appris plein de choses sur la East Coast, un EHL en Europe, les ligues en Europe, tout ça. Ça nous fait un plaisir d'être avec vous, les boys. On se souhaite tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye.